Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du second principe de la thermodynamique. Le second principe de la thermodynamique traite d'une nouvelle grandeur d'état qui est l'entropie. Alors pour comprendre le second principe de la thermodynamique, il faut déjà avoir des bases avec le premier principe. Alors qu'est-ce que raconte le premier principe? Il raconte en fait qu'un système possède une énergie interne. D'accord? Donc je rappelle ici la forme différentielle de l'énergie interne. Voilà. Et cette énergie interne va raconter en fait les transferts d'énergie que vous avez entre le système et l'extérieur. Donc on peut avoir des transferts d'énergie sous forme de travail ou on peut avoir des transferts d'énergie sous forme de chaleur. Voilà en fait ici les deux formes de transfert d'énergie que vous pouvez avoir. Donc un système thermodynamique, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être par exemple une réaction chimique. Lors de la réaction chimique, il y a des liaisons qui vont se briser. Et donc ces liaisons se défaisant vont libérer de l'énergie. D'accord? Il y a des liaisons qui vont se reformer, qui vont consommer de l'énergie. D'accord? Donc, mais au total, si l'on fait le bilan énergétique total de la transformation chimique, la quantité d'énergie disponible avant est égale à la quantité d'énergie disponible après. D'accord? La seule chose qui a changé, c'est la forme sous laquelle se trouve l'énergie entre avant et après la réaction chimique. D'accord? Donc ça veut dire que l'énergie qui était stockée dans les liaisons a pu par exemple être libérée sous forme de chaleur dans le cas d'une réaction exothermique. D'accord? Elle a pu aussi être libérée sous forme de travail si par exemple il peut y avoir un dégagement gazeux. D'accord? Donc vous prenez par exemple une réaction chimique qui fait un dégagement gazeux. Si elle se passe à l'intérieur d'un volume extensible tel un ballon, on va avoir le volume du ballon qui va augmenter parce que la pression partielle des gaz à l'intérieur va augmenter. On va donc avoir ici un travail puisque l'enveloppe du ballon, le volume du ballon augmente. D'accord? Mais à la base, on avait de l'énergie qui était stockée sous forme de liaison. Donc voilà ce que raconte en fait le premier principe de la thermodynamique, c'est qu'il va y avoir des transferts d'énergie sous différentes formes, d'accord? Mais qu'au final, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se transforme, c'est-à-dire que le total de l'énergie va être le même. Il y a donc conservation de l'énergie. Par contre, ce que n'est pas capable de raconter le premier principe de la thermodynamique, c'est la notion d'irréversibilité. D'accord? Il y a, par exemple, si vous prenez votre réaction chimique, est-ce que cette réaction chimique peut se refaire dans l'autre sens? Est-ce que je peux reconstituer spontanément les molécules que j'avais au départ? D'accord? Alors pour illustrer ça ici, il y a une expérience très connue qui est la détente de Joule-Gay-Lussac, que vous pouvez voir ici en incrustation. Alors j'ai donc deux réservoirs qui sont au début séparés par une valve. J'ai le réservoir A dans lequel j'ai des molécules de gaz, j'ai le réservoir B qui est vide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ou ouvrir la vanne, d'accord? Et ce que l'on peut observer, c'est que spontanément, les molécules qui sont dans le réservoir A vont se propager dans le réservoir B jusqu'à ce que l'on atteigne un certain équilibre. Alors comment caractériser cet équilibre? Ici cet équilibre va se caractériser par la température, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que toutes les molécules de gaz dans A auront pu diffuser dans B pour avoir du coup une répartition homogène des molécules entre le réservoir A et le réservoir B, je vais arriver à une température d'équilibre et spontanément le phénomène de diffusion ici va s'arrêter pour avoir justement une répartition homogène des molécules de gaz entre A et B. Par contre, si vous faites l'expérience, vous verrez qu'à aucun moment, vous allez avoir toutes les molécules qui vont revenir spontanément de leur réservoir A. C'est ça la notion d'irréversibilité. Et le premier principe de la thermodynamique est incapable d'en rendre compte. Il a fallu donc développer et imaginer une nouvelle grandeur capable de rendre compte de cette notion d'irréversibilité, et c'est l'entropie. Alors l'entropie, on va la voir selon deux axes. Dans un temps 2, on la verra selon l'axe classique avec les formules classiques de thermodynamique classique. On fera des calculs sur l'entropie dans différentes situations. Mais souvent, on caractérise maintenant l'entropie avec une notion qui n'est pas forcément très claire, qui est facile à s'approprier pour justement essayer d'avoir une intuition sur le concept, mais qui peut parfois donner des idées fausses si on veut approcher la notion d'entropie de manière un peu plus fine. Alors c'est la notion de désordre. Cette notion de désordre, elle n'est pas forcément facile à prendre en compte parce que par exemple, si vous voyez ici les deux verres que je vous présente, il y a un verre qui contient de l'eau liquide, un verre qui contient de l'eau solide sous forme de glaçon. Si je vous demande de me dire dans lequel il y a plus de désordre, il y a de fortes chances que vous pointiez le verre avec les glaçons.
parce que du coup vous avez un ensemble de solides empilés de manière un peu désordonnée qui peut donner l'impression que c'est celui qui a le plus de l'entropie. Or c'est faux, puisque du coup si l'on prend à volume égal, c'est le cas ici, c'est-à-dire que le volume d'eau liquide est égal au volume de solide dans les deux verres, je vais avoir en fait l'agencement des molécules d'eau dans les glaçons, il est sous forme cristalline, d'accord? Si vous regardez au microscope des molécules d'eau sous forme solide, ils vont s'agencer sous forme de petits cristaux, comme par exemple dans les cristaux de glace que vous pouvez avoir dans la neige ou ce genre de choses, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a déjà une organisation géométrique, ok? C'est beaucoup plus ordonné. Si vous êtes par exemple avec l'eau liquide, là vous allez avoir en fait les interactions entre les molécules vont être différentes, et elles vont être aussi plus espacées les molécules. Je vais avoir les molécules qui vont avoir aussi une énergie cinétique différente, elles vont bouger de manière beaucoup plus stochastique, aléatoire, d'accord? Donc ça veut dire que là, en fait, si on veut partir sur la notion de désordre, on peut rapidement, en tout cas si on veut traiter l'entropie de manière un peu plus avancée, avoir une idée qui peut nous brouiller les pistes. Voilà. Dans les exemples que vous avez, alors si je continue toujours sur cet exemple de l'eau glacée, à température ambiante, vous voyez par exemple dans cette expérience ici, à température ambiante, je vais avoir l'eau glacée qui va fondre, d'accord, pour devenir de l'eau liquide. Et si je ne fais rien, d'accord, à aucun moment je vais avoir l'eau liquide qui va se retransformer en glaçon. C'est-à-dire qu'une fois que la réaction est arrivée à son équilibre, c'est-à-dire le changement de phase de solide à liquide, une fois que ce changement de phase est terminé pour la température, la pression et le volume donné, sans intervention extérieure, je ne vais pas pouvoir revenir à l'état solide pour l'eau. D'accord ? Un autre exemple de ça, que je vous illustre ici aussi par du coup un pinceau qui contient un pigment coloré. Si je plonge le pinceau dans l'eau, je vais avoir ce qu'on appelle un phénomène de diffusion, c'est-à-dire que spontanément, comme vous pouvez le voir ici, je vais avoir les pigments qui étaient sur le pinceau qui vont diffuser dans l'eau jusqu'à ce que j'arrive à une certaine répartition des pigments en solution avec l'eau. Et comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai un phénomène de diffusion qui apparaît, qui est spontané, et à aucun moment vous ne pourrez expérimenter le retour des pigments vers le pinceau. D'accord ? C'est ça la notion d'irréversibilité. Il y a des tas d'autres exemples dans la vie quotidienne. Si par exemple vous faites brûler une bougie, à aucun moment vous allez voir la bougie se reconstituer. Et exactement pareil avec l'allumette qui a servi à allumer la bougie. Donc voilà le concept d'irréversibilité qui est exprimé par l'entropie. Donc la notion de désordre, nous on va la mettre de côté. On va plutôt avoir une approche ici statistique justement de l'entropie. Ici, elle sera plutôt qualitative, c'est-à-dire que l'on va faire un exemple ici un peu concret pour raconter ce que c'est que l'entropie, raconter ce que c'est que l'augmentation d'entropie, avant ensuite de retourner sur la définition de thermodynamique classique de l'entropie et faire des exemples de calcul et d'application. Nous allons maintenant démarrer l'approche statistique de l'entropie. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vraiment faire le début de l'approche statistique par l'exemple. Il y aura une vidéo qui traitera la thermodynamique statistique de manière peut-être un peu plus avancée plus tard. L'idée là, c'est vraiment de comprendre d'un point de vue statistique ce que c'est l'entropie et puis vous aider aussi à mettre de côté cette notion de désordre. D'accord ? Voilà, donc ça c'est la chose la plus importante ici. Alors, si je commençais ici, donc je vais commencer par un système, voilà. Donc à l'intérieur duquel je me retrouvais avec ici mes croix qui vont représenter un certain nombre de particules. D'accord ? Donc on va dire qu'on a un système dans lequel ici on a n particules. Voilà. Donc dans ce système qui est fermé ici, d'accord, je peux donc avoir par exemple ici un système qui contient, voilà, admettons un sous-système ici. Ce système contient A particules. Voilà. Dans tous les cas ici, je vais donc avoir un autre système qui aura n-1 particules. Okay. Donc, dans tous les cas ici, ce qui va se passer, c'est malgré les échanges que je vais avoir entre les particules, d'accord, parce que je vais avoir des chocs entre les particules, etc. D'accord, je vais donc quand même avoir l'énergie totale. Donc l'énergie de mon système que je vais appeler ici par exemple sigma. Donc l'énergie de sigma, donc on va la noter E sigma, d'accord.
E sigma, c'est égal à E S1 plus E S2. D'accord? Donc ça, on va dire c'est le système S1, et puis le reste ici, là, ça, c'est le système S2. Et j'aurais beau subdiviser mon système sigma en plein de sous-systèmes, l'énergie totale, elle, restera la même. D'accord? C'est ce que nous raconte le premier principe de la thermodynamique. Ok? Voilà. Donc, nous, ce que l'on va chercher à faire, ça va être justement à dénombrer les états d'énergie sur lesquels vont être les particules. Vous voyez, en fait, si on approche de manière statistique la notion d'entropie, pour des particules de gaz, par exemple, ici, on pourrait imaginer que c'est ça, ce qui va nous intéresser, c'est justement de savoir sur quel niveau d'énergie elles sont et combien sont distribuées sur tel ou tel niveau d'énergie. Donc pour ça, on va avoir besoin de poser des hypothèses. D'accord ? Alors, les hypothèses que nous allons faire ici vont nous permettre en fait après de faire le dénombrement des particules sur les différents niveaux d'énergie de manière un peu plus facile. D'accord? Alors je rappelle ici, c'est vraiment un cours de première approche à la thermodynamique statistique. D'accord? Donc il faut vraiment prendre ses distances par rapport à ça. D'accord? Donc c'est vraiment pas un cours d'introduction à la thermodynamique statistique telle qu'on pourrait l'entendre. Ok? Notamment, vous allez voir, on va faire l'hypothèse de non-dégénérescence ici. Je vais en parler un petit peu. Alors, dans les hypothèses que l'on va faire, bon, déjà on va commencer un peu par définir notre contexte. On va dire que l'on a n particules. Et ces n particules peuvent être réparties sur p niveaux d'énergie. Donc ces p niveaux d'énergie, ils vont aller justement de epsilon 1 jusqu'à epsilon p. D'accord? Donc voilà en fait nos niveaux d'énergie. Donc le niveau d'énergie c'est epsilon. D'accord? Donc epsilon i, c'est le niveau d'énergie i. Ok? Donc voilà pour le contexte. Alors ensuite, ce que l'on va mettre comme première hypothèse. Donc la première hypothèse ici, ça va être que du coup, les particules sur un même niveau d'énergie sont indiscernables. D'accord? Ça, c'est vraiment la première hypothèse qui est importante ici. Ensuite, la deuxième hypothèse que l'on va faire, c'est que les niveaux d'énergie sont discernables. D'accord? On va même rajouter distincts. Donc ça, c'est important ici pour justement nous aider à faire notre dénombrement. Ça veut dire en fait que les niveaux d'énergie, on va pouvoir les assimiler ou les imager comme des boîtes, d'accord, dans lesquelles on va rentrer des particules qui seront représentées par exemple par des boules et on va essayer de dénombrer les différentes combinaisons possibles de particules que l'on peut mettre dans ces différents niveaux d'énergie. D'accord? Et par rapport à une situation, on va dire, réelle pour des particules, par exemple si c'était des électrons, il faudra tenir compte de la dégénérescence, c'est-à-dire en fait que par exemple deux électrons sur des niveaux d'énergie identiques vont avoir des spins opposés, principe d'exclusion de Pauli. D'accord? Donc ça ici on ne tient pas compte parce que l'approche que je vais vous faire avoir ici, c'est surtout l'approche statistique, bien vous la faire comprendre et vous montrer comment est-ce qu'on peut raisonner en termes d'entropie sans utiliser le mot désordre. Voilà. D'accord? Donc on ne va pas ici aller plus loin, on va donc aussi faire une hypothèse de non-dégénérescence. Ok? Donc l'hypothèse de non-dégénérescence, elle va nous dire en fait que on ne va pas tenir compte d'éventuelles règles supplémentaires lorsque des particules sont sur le même niveau d'énergie epsilon i. D'accord? Donc lorsque des particules seront sur le même niveau d'énergie epsilon i, elles pourront y être selon les règles que l'on aura fixées et elles seront donc indiscernables par rapport à ça. Voilà. Alors ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'être en mesure de dénombrer le nombre de particules qu'on va avoir sur des niveaux d'énergie. D'accord? Alors, on va faire un cas très général pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les calculs, on va juste continuer à poser le contexte. Donc ça veut dire en fait que je vais avoir des niveaux d'énergie comme ceci, epsilon 1, epsilon 2,
epsilon i jusqu'à epsilon p, parce que ici, j'ai donc mes p niveaux d'énergie. Voilà. D'accord? Ensuite, en fonction des règles que l'on pourrait fixer, je vais donc avoir ici n-1 particule. D'accord? J'ai toujours au total n particules. Et par exemple, ici, ce qui va se passer, c'est que du coup, si je peux en mettre n-1 dans epsilon 1, il va m'en rester donc n-1, n-1 disponible pour epsilon 2, etc. D'accord? Donc on va continuer jusqu'ici, jusqu'à ce qu'on arrive ici à nos np particules, d'accord, qui seront égales ici à n, moins n-1, moins n-2, etc. Ok? Donc voilà en fait déjà cette première notion qu'il faut avoir ici, c'est-à-dire qu'en fait une fois que j'aurai mis les particules sur un niveau d'énergie, je vais en avoir un peu moins pour le niveau d'énergie suivante, etc. D'accord? Donc là maintenant on va faire un exemple de distribution des particules, donc on va vraiment aller dans les détails. Alors l'exemple va être assez simplifié, d'accord, simplement justement pour des raisons calculatoires, d'accord. Donc l'idée ici c'est vraiment de comprendre ce que c'est que la notion de distribution sur un exemple. Alors cet exemple n'est pas une généralité, il faut prendre vos précautions par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation dans laquelle vous allez vous retrouver, les techniques de dénombrement peuvent légèrement varier, d'accord. Par contre, comme on est toujours sur des niveaux d'énergie où les particules sont indiscernables, d'accord, donc finalement la notion d'ordre disparaît puisque je ne peux pas discerner mes particules, on sera toujours dans des calculs qui vont concerner des combinaisons et non des arrangements. Voilà, ça c'est important d'avoir ça en tête. Ok? Donc ce qu'on va faire dans l'exemple qui va suivre, on va donc dénombrer le nombre de particules par niveau d'énergie et ensuite on va calculer la probabilité d'avoir les particules sur un niveau d'énergie. Et là, vous allez voir, on va commencer à construire cette notion de l'approche statistique de l'entropie. Alors, nous allons présenter maintenant l'exemple que nous allons étudier. Alors, j'ai un système que j'ai appelé A, parce que vous allez voir après, justement, on va rajouter un système B. Si vous allez voir, ça va comme ça, en plus, bien illustrer la notion d'entropie, dans lequel j'ai 8 particules. D'accord? Et ces 8 particules, je vais vouloir les répartir ici sur 6 niveaux d'énergie qui vont de epsilon 1 à epsilon 6. D'accord? Donc, par rapport aux hypothèses qu'on a fait, on sait que toutes les particules qui sont sur un même niveau d'énergie sont indiscernables, d'accord? Que les niveaux d'énergie sont discrets, ils sont discernables, d'accord? Donc ça veut dire vraiment ici que je vais avoir mes 6 niveaux d'énergie ici qui vont représenter, par exemple, 6 boîtes différentes, d'accord? Alors, dans les règles que l'on va mettre ici, parce qu'on peut mettre a priori les règles que l'on veut, d'accord? Donc je vais mettre en fait que je peux avoir des niveaux d'énergie qui sont vides, d'accord? Ça peut être un premier point important. Donc on peut avoir NI qui est égal à 0, d'accord? Donc ça veut dire qu'en fait je peux mettre au moins 0 particules par niveau d'énergie. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, je peux très bien mettre mes 8 particules sur un niveau d'énergie epsilon i. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, au maximum, je pourrais avoir 8 particules sur un niveau d'énergie. Ok? Donc ça, c'est un truc qui est important ici. Ensuite, mes niveaux d'énergie, j'ai déjà dit, sont discernables. D'accord? Les particules sur un même niveau d'énergie sont indiscernables. Donc ça veut dire que ce que l'on va faire ici, c'est une combinaison. Mais pas n'importe quelle combinaison. Donc là, vous voyez, je fais quand même une petite pause. D'accord? Parce que là, il faut avoir quand même quelques bases sur le dénombrement. D'accord? Si vous n'avez pas ces bases sur le dénombrement, d'accord, c'est une partie qui risque d'être un petit peu ardue à comprendre. D'accord? Donc ici, on va faire une combinaison. D'accord? On va dénombrer en utilisant la combinaison. Donc la combinaison, par exemple, c'est différent d'un arrangement. Pour ceux qui n'ont pas trop les bases là-dessus, je vous conseille de faire référence à la documentation sur ce que c'est qu'un arrangement ou une combinaison. Et vous pourrez voir comme ça plus clairement ce qui va en découler ici. D'accord? Donc ici, en fait, on va faire une combinaison avec répétition. D'accord? Et pour une combinaison avec répétition, il y a une formule en fait qui existe pour justement calculer ça. D'accord?
Donc cette formule ici, alors en général on met ça entre parenthèses pour les combinaisons, d'accord? Donc on va voir ici en fait, du coup, le nombre de particules que je veux distribuer, d'accord? Donc là qui va être n. Ensuite on va avoir une quantité A que je vais expliquer tout de suite après, d'accord? Et plus 1, d'accord? Là, ça va être K, je vais expliquer chacun des termes juste après. Et ensuite, là, je vais être à K-1. Alors, N, c'est le nombre de particules. A, c'est le nombre de particules minimales que l'on peut mettre dans une boîte. D'accord? Et enfin, alors K, je vais le mettre ici. K, c'est le nombre de boîtes. D'accord? Donc voilà en fait la situation dans laquelle on est. D'accord? Donc on a N qui est le nombre de particules. D'accord? K, le nombre de boîtes, ben, finalement ici, le nombre de boîtes, ça va correspondre au nombre de niveaux d'énergie. D'accord? Et A, ici, ben, on l'a dit, vous voyez, par exemple dans notre exemple, au moins 0 particules par niveau d'énergie. Donc ça veut dire que dans notre cas ici, on aura A qui vaudra 0. D'accord? Donc voilà la formule que l'on va utiliser ici. D'accord? Ben, si vous ne connaissez pas cette formule, c'est vraiment difficile de pouvoir dénombrer ce que l'on va chercher à calculer ici, notamment dans le cas où vous aurez un système B qui va venir se rajouter au système A. Donc ce que l'on va faire maintenant, on va mettre en application cette formule sur quelques combinaisons et ensuite je vais vous présenter le résultat final avec, que l'on va pouvoir commenter avec les dénombrements et les probabilités. Et là, on va vraiment pouvoir commencer à décrire de manière statistique ce que c'est que l'entropie. Donc cet exemple que nous allons faire ici avec un seul système A qui contient 6 niveaux d'énergie et sur lequel nous allons vouloir répartir du coup 8 particules, c'est simplement ici pour prendre en main la formule. D'accord? Donc ici en fait, je rappelle qu'on est avec combinaison avec répétition. D'accord? Je rappelle la formule. Donc n moins AK plus K moins 1 sur K moins 1. D'accord? Donc dans notre exemple, n c'est en fait le grand N, il vaut 8. D'accord? On a dit qu'on voulait au moins 0 particules par niveau d'énergie, c'est-à-dire qu'un niveau d'énergie pouvait être vide. Donc A est égal à 0. D'accord? Et il y a ici, on a dit 6 niveaux d'énergie. Donc je vais me retrouver ici avec K qui vaut 6. D'accord? Donc si je fais l'application numérique de ça, d'accord, cette formule ici, ça va devenir en fait du 8 moins 0 plus 6 moins 1 sur 6 moins 1. D'accord? Donc ça va devenir ici du 13, 5. D'accord? Et ce calcul-là, 13, 5, en fait là on se retrouve dans un calcul de combinaison classique. D'accord? C'est-à-dire c'est égal à n factoriel sur k factoriel facteur de n moins k factoriel. Donc ça fait du 13 factoriel sur 5 factoriel facteur de 13 moins 5 factoriel. Et si vous faites le calcul ici, vous allez vous retrouver avec une valeur qui est égale à 1287. Donc 1287 ici, c'est le nombre de combinaisons que l'on peut avoir, d'accord, en répartissant ici, donc du coup c'est 8 particules sur 6 niveaux d'énergie différents, en ayant des niveaux d'énergie qui pouvaient être vides. Voilà, d'accord? Donc il faut imaginer que là, en fait, on est un peu avec notre système A, c'est notre réservoir A de l'expérience de détente de Joule-Gay-Lussac, d'accord? Et maintenant, on va faire un petit exercice où on va rajouter un système B identique au système A, et cette fois-ci, les 8 particules que l'on avait toujours à notre disposition vont pouvoir, en fait,
du coup se répartir entre le système A et le système B. D'accord? Et on va utiliser cet outil de calcul ici pour dénombrer du coup le nombre de combinaisons d'avoir par exemple 7 particules dans A et une particule dans B, 8 particules dans A, 0 particules dans B, etc. D'accord? Donc on va faire un dénombrement de toutes ces combinaisons. D'accord? Je vous ferai le tableau récapitulatif et vous allez voir comment ça apparaître l'approche statistique de la notion d'entropie. Alors ici, donc, on a donc nos deux systèmes, le système A, le système B, avec chacun ses 6 niveaux d'énergie, d'accord? Donc ici, de epsilon 1 à epsilon 6, donc ici aussi c'est epsilon 6, voilà. Et donc en fait, ces 8 particules, je vais vouloir les répartir sur ces niveaux d'énergie. Alors on va voir qu'à la main, on ne peut pas du tout le faire. Vous avez vu déjà, pour calculer le nombre de combinaisons possibles, d'avoir du coup les 8 particules réparties sur les 6 niveaux d'énergie. Dans le cas du système A, on avait 1287 combinaisons possibles. Donc là, j'ai juste illustré une situation pour essayer un peu de se mentaliser ce qui peut se passer. D'accord? Donc typiquement, ce que je peux avoir comme combinaison, ben, je peux par exemple être avec 2 particules ici, d'accord? Une ici, et ensuite, je peux très bien avoir ensuite, voilà, ça, ça et ça. D'accord? Donc là, en fait, j'ai réparti mes 8 particules sur les deux systèmes. D'accord? Ce qui aurait très bien pu se passer aussi, c'est se dire, ben, au départ, j'avais une configuration, d'accord, avec ici, admettons, là, j'ai mon compte qui est là, ça c'est bon, d'accord? Donc là, admettons, j'ai cette configuration de départ. Alors vous allez voir, le mot configuration est important, c'est un mot qui est utilisé en thermodynamique statistique notamment. Donc là, j'ai cette configuration qui existe, d'accord? Voilà. Donc on sait qu'elle fait partie des 1287 configurations possibles pour le système A. Et pour ces 8 particules, je mets à côté du système A le système B. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ces 8 particules ont donc la possibilité de se répartir sur les 6 niveaux d'énergie du système A et sur aussi les 6 niveaux d'énergie du système B. D'accord? Donc je peux très bien avoir du coup ici une répartition qui va de cette manière-là. D'accord? Donc là, est-ce que j'ai le compte? Donc, tac. Voilà. Là, ça c'est bon. Donc ça pourrait être une autre configuration. Donc ce que j'ai décrit ici, c'est une configuration parmi un certain nombre que l'on va chercher à dénombrer. Donc on va dénombrer les différents types de configurations que l'on peut avoir. D'accord? Et ensuite, on calcule la probabilité. Alors, par contre, ce que l'on peut déjà un peu délimiter, okay, c'est le nombre de particules que j'aurai dans A et le nombre de particules que j'aurai dans B. D'accord? Donc finalement, au centre ici, si je fais une petite répartition là, des différents cas que je vais avoir, d'accord, avec le nombre de particules dans A et dans B, bon ça c'est assez simple, hein, d'accord? Je peux très bien avoir mes 8 particules qui sont dans A et 0 dans B, 7 dans A, 1 dans B, etc. D'accord? Donc ça, du coup, c'est assez facile à faire, d'accord? Et enfin, donc ici, je vais la mettre en dernier. Je n'ai plus de particules dans A, elles sont toutes dans B. D'accord? Voilà. Donc moi, ce que je vais vouloir dénombrer, ce sont les configurations où j'ai 8 particules dans A, 0 dans B, 7 particules dans A, 1 dans B, etc. Et à chaque fois, je vais calculer la probabilité. D'accord? Essayez aussi de bien faire le parallèle avec la détente de Joule-Gay-Lussac. Imaginez, j'avais les 8 particules qui étaient ici dans le système A, je les mets en présence du système B, elles vont vouloir aussi se distribuer sur le système B. Et en fait, ce qui va être raconté ici, c'est, en quelque sorte, ça va être quelle est la configuration ici qui a la probabilité la plus forte. C'est ce qu'on va chercher. D'accord? Est-ce que c'est finalement la probabilité avec 8 dans A, 0 dans B, ou 3 dans A, 5 dans B? C'est ce que l'on va chercher à déterminer. Et là, vous allez commencer à avoir une approche statistique justement de ce que c'est que l'évolution spontanée. D'accord? Donc là, maintenant, je vais vous présenter les résultats de ce calcul. Ok? Avant de vous présenter les résultats de ce calcul, on va justement voir ce qui se passe pour le nombre de configurations totales avec les deux systèmes A et B. D'accord? Ça, je commencerai par ça avant de présenter les calculs.
Alors nous allons maintenant dénombrer le nombre de combinaisons possibles d'avoir ces 8 particules réparties sur les 6 niveaux d'énergie du système A et sur les 6 niveaux d'énergie du système B. D'accord? Donc là, je vous ai montré quelles formules de combinaison par répétition nous allions utiliser. Donc ce que vous allez voir dans cette vidéo, je vais simplement rajouter en incrustation un tableau avec tous les calculs. Donc le but ici, ce n'est pas de reprendre les calculs pour chaque combinaison, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais juste faire un complément qui vous permettra de retrouver les valeurs présentes dans le tableau que je vais exposer après. D'accord? Alors, et on va commencer comme ça en plus à introduire petit à petit certaines notations, certains termes que vous pourriez retrouver à l'avenir en thermodynamique statistique. Bon, finalement, je rappelle ce que j'ai. J'ai le système A et le système B. Voilà. Pour chaque système, en fait, je vais dénombrer le nombre de micro-états. D'accord? En fait, le nombre de micro-états, c'est ce qui va décrire en fait le dénombrement des situations que je vais avoir pour une particule répartie sur des niveaux d'énergie. D'accord? C'est-à-dire que toutes les situations qui peuvent exister, d'accord, comme on l'a vu précédemment avec une combinaison possible de pouvoir répartir les 6 particules entre A et B sur les différents niveaux d'énergie. Vous avez vu, il y a un certain nombre de combinaisons ici. Donc toutes ces combinaisons forment des micro-états. Donc ce que l'on dénombre ici, ce sont des micro-états. Et le terme micro-état, c'est un terme que vous allez rencontrer assez souvent en thermodynamique statistique. Ok? Donc ce terme de micro-état ici, ce nombre de micro-états, on va le symboliser par du coup la lettre W. D'accord? Donc pour le système A, je vais avoir WA qui va être le nombre de micro-états pour A. D'accord? Et ici j'aurai WB, pareil. Donc ça c'est le nombre de micro-états pour B. Voilà. Donc c'est-à-dire que maintenant si je veux dénombrer le nombre total de micro-états pour A et pour B, vous voyez, c'est là qu'il est important en fait d'avoir des notions de dénombrement et de probabilité pour bien comprendre ce qui se passe ici. C'est le nombre de micro-états de A et B, d'accord? Donc ça va être le nombre de micro-états de A fois le nombre de micro-états de B, d'accord? Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je voudrais en fait avoir le nombre de micro-états du système AB, d'accord, il va falloir que je fasse le produit du nombre de micro-états de A fois le nombre de micro-états de B, d'accord? Voilà, donc ça c'est important à avoir en tête. Si vous voulez retrouver les tableaux, les valeurs que je vais mettre, que j'ai mises dans le tableau qui va apparaître, d'accord, c'est important que vous compreniez bien ça, d'accord? Donc ça veut dire que cette fois-ci, si je reprends un peu ce qui se passe depuis le début, j'ai un système A dans lequel au départ je pouvais répartir 8 particules sur 6 niveaux d'énergie, et ensuite j'ai rajouté un système B, d'accord, qui va me permettre en fait de rajouter des niveaux d'énergie sur lesquels je peux aussi distribuer ces 8 particules. D'accord? Donc là, vous voyez, en fait, on va commencer à parler en fait d'entropie. Ok? Donc, ce qui va se passer ici, maintenant, je vais en fait maintenant vous présenter le tableau. D'accord? Donc, le tableau, il apparaît maintenant. Ok? Et sur ce tableau-là, en fait, j'ai dénombré le nombre de micro-états pour le système A et pour le système B. D'accord? Ensuite, dans la colonne suivante, j'ai dénombré le nombre de micro-états pour l'ensemble AB. Puis, j'ai calculé en pourcent la probabilité qu'une certaine combinaison, qu'une certaine répartition des particules sur A et B existe. D'accord? Voilà ce que j'ai fait. Donc, sur ce tableau, si on le commente, en fait, on remarque que finalement, la situation qui a la plus forte probabilité, c'est celle où j'ai 4 particules réparties sur le système A et 4 particules réparties sur le système B. D'accord? Si je prends par exemple celle où il y avait 8 particules sur A et 0 particules sur B, ou inversement, on remarque que c'est celle qui a la plus faible probabilité. D'accord? Et ça, c'est vraiment important à comprendre comme idée. C'est-à-dire que finalement, dans la nature, d'accord, la répartition des 8 particules entre le système A et le système B,
celle qui va avoir le plus de chances d'exister, c'est celle où j'ai 4 particules sur A, 4 particules sur B. D'accord? Réparties avec les règles que l'on a vues précédemment. Ok? Donc là, j'ai que 2 petits systèmes. Vous imaginez si par exemple, à la place des systèmes A et B, je me retrouve dans un solide ou dans un liquide avec des puissances de 10 gigantesques. Je vous rappelle qu'une mole, c'est 6,022 10 puissance 23 atomes ou molécules. D'accord? Donc dans quelques grammes d'eau glacée, par exemple, je vais avoir une infinité de systèmes sur lesquels je peux répartir mes particules sur différents niveaux d'énergie. D'accord? Et ce qui va se passer ici, c'est que les combinaisons, par exemple, comme ici, avoir 8 particules sur A et 0 particules sur B, vont avoir des probabilités qui vont tendre vers 0. D'accord? C'est-à-dire que les combinaisons de microétats avec le plus faible probabilité, en fait, ne vont jamais apparaître. D'accord? Parce que leur probabilité va être quasi nulle. Okay? Donc, ce qui va exister ensuite, nous, après à l'état macroscopique, c'est-à-dire pour nous en tant qu'observateurs humains, ça va être l'état avec la probabilité la plus forte. D'accord? Et c'est ça, en fait, l'approche de l'entropie de manière statistique, de manière probabiliste. C'est-à-dire que dans cet exercice A, les systèmes A et les systèmes B que j'ai représentés pouvaient très bien représenter le réservoir A et le réservoir B avec les molécules de gaz à l'intérieur. D'accord? Les molécules de gaz, elles ont des énergies cinétiques qui vont varier parce qu'il va y avoir différents chocs. D'accord? Donc au lieu d'être sur des niveaux d'énergie discrets, on peut être sur des niveaux d'énergie continue. Par contre, la logique va rester exactement la même, c'est-à-dire qu'on va vouloir dénombrer le nombre de microétats, évaluer ensuite la probabilité qu'un microétat arrive, d'accord? Et donc à partir de là, on va pouvoir déterminer si oui ou non il y a de l'irréversibilité, d'accord? Alors j'espère que je suis clair jusque-là. Maintenant, d'un point de vue entropie, en fait, quand on parle de désordre, c'est là en fait que je voulais en venir, c'est que parler de désordre pour l'entropie, dire que quand l'entropie augmente, c'est parce qu'on crée du désordre, en fait, ça n'est pas exact. D'accord? Quand l'entropie augmente, c'est en fait, je vais donner la possibilité, par exemple ici à mes particules sur des niveaux d'énergie, de se distribuer sur plus de niveaux d'énergie. Donc je leur donne en fait des possibilités plus grandes de se distribuer sur des niveaux d'énergie. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai le système A tout seul, je rajoute le système B. Donc en rajoutant le système B, je donne des possibilités supplémentaires aux particules de se répartir sur différents niveaux d'énergie. D'accord? Donc ça veut dire en fait que finalement, je vais partir d'un système avec une certaine concentration d'énergie, d'accord, sur différents niveaux d'énergie, et en ouvrant ce système, par exemple, en lui donnant la possibilité d'avoir d'autres niveaux d'énergie supplémentaires, et du coup, en fait, en faisant ça, je vais étaler l'énergie. D'accord? Et en fait, quand on parle d'augmentation de l'entropie, en fait, il faut voir ça comme une distribution de l'énergie. D'accord? Donc, j'augmente la distribution de l'énergie. Quand j'ai mes particules dans le réservoir A et que j'ouvre la vanne et qu'elles passent dans le réservoir B, d'accord? Ce qui se passe en fait, c'est que j'ai une plus grande distribution de mes particules sur différents niveaux d'énergie. Donc, j'ai étalé la distribution des particules sur différents niveaux d'énergie. Donc, je partais d'une énergie concentrée et j'arrive à une énergie beaucoup plus distribuée. D'accord? Et c'est ce qui se passe typiquement lorsque je fais une réaction chimique telle que la combustion. D'accord? J'ai de l'énergie qui est concentrée sur certains niveaux d'énergie dans les molécules. D'accord? Et lorsque la réaction de combustion se produit, ce qui va se passer, c'est que je vais en fait étaler ces niveaux d'énergie sur de plus grandes combinaisons. Voilà. D'accord? Et donc quand on parle de transformations qui est irréversible ou de transformations qui sont spontanées, c'est parce que spontanément, les particules vont aller se mettre sur les niveaux d'énergie pour avoir la distribution d'énergie qui est la plus probable. Voilà ce que c'est que l'entropie d'un point de vue statistique. Voilà. Et vous voyez, on n'a pas du tout utilisé le mot désordre dans toutes les explications qu'on a faites ici. D'accord? Alors maintenant, je vais terminer par un dernier élément qui est justement un rapport entre l'entropie et ce que l'on vient de voir et la fonction ici W. D'accord? Parce que finalement, on voit en fait ici que lorsque je parle d'entropie, d'accord, ou lorsque je parle en fait ici de distribution, d'accord, ça veut dire qu'en fait ici, la distribution optimale, d'accord, c'est lorsque j'ai W qui est maximal. D'accord? Voilà, ça c'est le premier truc à avoir en tête. Ok? Donc là, maintenant, on va commencer à faire un lien avec l'entropie. Et sur la partie statistique, pour l'instant, de l'entropie, on s'arrêtera là. D'accord?
Alors, maintenant je fais un petit rappel avec l'entropie. Donc l'entropie ici, donc elle se note S, d'accord? Et c'est une fonction d'état, ça on le rappellera après quand on va voir l'approche classique de l'entropie. Et si j'ai un système qui est constitué de sous-systèmes, avec chacun une entropie, admettons par exemple avec deux sous-systèmes, ben, l'entropie totale, c'est la somme des entropies. Ok? Voilà ce que j'ai. Maintenant, on a vu que pour W, W total, c'est le produit des W. Donc ça veut dire que si je veux faire maintenant établir une relation entre ici du coup la fonction de distribution W et l'entropie S, il faut que je trouve une fonction, d'accord, telle que S total soit fonction de W1, W2. Alors vous allez voir ici c'est plutôt intuitif, d'accord, ça veut dire qu'il faut que je trouve quelque chose où j'ai S1 plus S2 qui est fonction de W1 fois W2. D'accord? Et quelque chose qui a cette relation-là, c'est la fonction logarithme. D'accord? Et donc dans ce cas-là, on va se retrouver avec une relation logarithmique entre l'entropie et ici la grandeur W. D'accord? Et on va se retrouver avec S qui est égal à une constante logarithme de W. Voilà. D'accord? Et donc ça veut dire en fait que si je fais ça, d'accord, on va l'illustrer, c'est des mathématiques basiques ici. Donc je vais avoir ici K fois ln de W1 fois W2, d'accord, qui est égal à K ln de W1 plus K ln de W2. D'accord? Donc j'ai ici mon entropie totale, d'accord, qui est égal à S1 plus S2. D'accord? Donc voilà le lien qui existe d'un point de vue statistique entre l'entropie et cette grandeur W. Donc là j'en ai terminé pour l'entropie d'un point de vue d'approche statistique. D'accord? L'idée ici c'était surtout de bien clarifier cette idée d'approche statistique et non de désordre. D'accord? Qu'il est important d'avoir pour l'entropie. Et donc l'idée générale qu'il faut retenir, c'est que finalement lorsque l'entropie augmente, en fait, on augmente la distribution des particules, par exemple, sur différents niveaux d'énergie. Donc, c'est-à-dire que la distribution de l'énergie augmente lorsque l'entropie augmente. D'accord? Et l'évolution spontanée d'une réaction, d'accord, elle va se faire lorsqu'il y aura en fait la possibilité d'augmenter la distribution de l'énergie. D'accord? Et en fait, après, du coup, c'est irréversible. Puisque ce qui se passe, c'est une fois que j'ai maximisé mon entropie, c'est-à-dire maximiser ma distribution d'énergie, sans intervention extérieure, il n'est pas possible de revenir à l'état initial. D'accord? Typiquement, la diffusion d'une goutte de lait ou d'une goutte de pigment dans l'eau, d'accord? Ça, ce sont des exemples d'irréversibilité, la consommation d'une bougie, etc. Donc vous verrez un peu plus tard dans une vidéo, on traitera un peu de tout ce que j'appellerais les conséquences écologiques de l'entropie. Voilà pour l'instant. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus classique avec quelques exemples pour prendre en main la définition de l'entropie, mais d'un point de vue standard.